via Amaury et bonjour à tous. Nous allons revenir sur la dernier travail dirigé, évidemment, de nos travaux dirigés. Et puis après, bien, on abordera une section nouvelle de travaux dirigés, de connexion qui vont dépasser la question émotionnelle, motivationnelle qu'on a travaillé jusque-là, puisqu'on connectera le domaine motivationnel au domaine corporel. Mais tout d'abord, est-ce que Amaury, Isabelle et puis aussi Stéphane qui est présent, auriez envie de nous parler un petit peu d'expériences que vous auriez tentées dernièrement? On était sur des connexions émotivationnelles, incluant la non-fonction 16, c'est-à-dire la capacité à avoir conscience de notre espace émotivationnel. Je veux bien essayer. J'ai eu un temps un peu limité, un temps de cerveau un peu limité pendant ces dernières semaines. Euh, les deux environnements dans lesquels j'ai effectué les stoppages euh, pour ces trois intersections de neurofonction, euh, c'est donc le travail et dans la vie personnelle. Alors au niveau du travail, c'est toujours... alors on était sur du... soit du 20 ou soit plutôt du 20 inter 15, je dirais. Donc je référence toujours cette tension un petit peu au travail. Donc le 15 reste toujours plus de la tension que de la relaxation. 20 étant le rôle, encore une fois, selon la conversation, il y a une position hiérarchique, il y a une position politique, et puis une position par rapport à mes pairs. Donc souvent on va dire 15 en premier, inter 20, une tension qui me ramène à me rappeler au moment du stoppage mon rôle euh, pour générer une réponse appropriée. Et à ce moment-là, inter 16, euh, ce que j'ai observé, auto-observé, c'est parfois, le 16 était justement l'énergie était dans la tension. Donc, ça avait une espèce j'ai perçu ça comme une forme d'aggravation de l'expérience 15 intervint, puisqu'on est en essayant dans le rôle euh, je parle plus français, c'est une catastrophe de diffuser comment est-ce qu'on arrête une grenade? Diffuse, de Arrêtez. démanteler une conversation un peu tendue, mais quand les gens sont eux-mêmes Tendu. dans un mode un peu tendu. Donc il y avait un sentiment d'aggravation, on va dire, à ce moment-là. Heureusement, il y a eu la situation opposée, c'était du 15 un peu tendu vers du 20 qui me ramène à mon rôle, et le 16 où on était dans une atmosphère un peu plus... alors ça, c'était plutôt au moment du stoppage, euh, un rappel, c'est-à-dire il y a une forme de continuité dans le premier exemple que j'ai donné, où il y a une conversation difficile, les gens sont très tendus et on a une forme d'aggravation. Et puis, je vais aller, je sais pas, marcher un peu pour oublier tout ça. On revient sur un autre meeting où il n'y a plus cette tension dans la pièce. Donc, la neurofonction 16 est plus, on va lire la pièce comme étant un peu plus détendue. Mais il y a une forme de persistance, l'équivalent de persistance rétinienne dans la tension. Donc, au moment du stoppage, je lis la neurofonction 16, mais la machine reste ancrée dans la neurofonction 16 de l'heure d'avant ou de la demi-journée d'avant. Donc, et là, ce que j'ai auto-observé, c'est qu'il y a une forme de lutte interne entre la machine qui était avant et la machine qui est là et le pilote qui lui dit, on n'est plus avant, on est maintenant, arrête de, enfin, réalise que tu es bien dans un mode un peu plus relax. Et donc, sur la fonction 15, tu peux commencer à te détendre un peu. Donc, ça a aidé un peu
à détendre en fait ma propre machine sur la neurofonction 15. Euh, voilà, c'est un peu deux exemples légèrement opposés, mais je voulais parler juste de la transition et de cet effet persistance rétinienne. Pour ta neurofonction 16, donc c'est ton bureau, c'est dans ton bureau. Tu Est-ce veux que dire physiquement dans l'espace ou... pas dans l'espace, Alors bureau, euh, mon espace, c'est-à-dire ma machine biologique, qu'elle soit dans mon bureau, dans la pièce chez moi ou dans le bureau au travail, dans le building où je travaille, euh, ça se représente de la même façon. Et aussi, il y a une espèce de physique, une espèce d'espace physique virtuel, puisque je suis quasiment tout le temps sur Zoom. Et donc, je vois le bureau des gens derrière eux. Donc, je peux me représenter. Alors, on est sur euh, on est sur quoi d'ailleurs? Je suis en train de chercher la neurofonction où tu te positionnes dans l'espace à Maury, à Londres, au Royaume-Uni, dans le monde. Donc, il y a une forme de neurofonction aussi où je vois. Ouais, mais c'est toujours moi sur ma chaise, on va dire physiquement sur ma chaise, devant mon écran, avec mon Zoom devant moi. Parce que c'est ce que c'est ma journée, toute la journée. quand tu as changé d'espace émotionnel, parce que tu as dit tu allais marcher quelques pas, donc ça s'est atténué à ce moment-là. Ouais, alors ça, c'est une des stratégies que j'utilise régulièrement. C'est d'ailleurs en anglais, on dit walk it off, c'est-à-dire marche et oublie ce qui vient de se passer. Donc littéralement, tu te projettes enfin, tu te mets dans un espace physique différent pour créer une rupture. Donc moi, c'est aller me chercher un café ou descendre et quand il fait un peu plus beau, là, comme en ce moment, aller marcher un peu dehors, regarder au loin, regarder les arbres ou écouter les oiseaux et puis interrompre en fait le cycle perpétuel qui s'est créé pendant la conversation précédente. Là, tu travailles sur l'espace extracorporel au sens non-fonction 2, mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu te trouves justement dans une tension émotionnelle, donc en fonction 15, et puis dire en tension et pas en relaxation, et tu dois jouer un rôle avec les autres sur le plan émotionnel, oui, cher ami, alors que là, dans ces moments-là, ce qui est intéressant, c'est justement, et ça tu l'as pas mentionné, peut-être que ça n'a pas eu cours du tout chez toi, ou ça n'a pas fonctionné, c'est d'utiliser la fonction 16 pour te dire, tu es entré dans un espace émotionnel immense, c'est-à-dire l'amour de l'humanité, par exemple, que du bonheur, qui chante. Bon. Et c'est pourtant dans ce monde-là, comme tu dis, tu vas work out, tu vas t'échapper un instant du lieu de travail et du travail lui-même, mais en même temps te retrouver connecté à justement un espace affectif, un espace émotionnel plus grand. Je ne sais pas si ça Ça, je l'ai pas dans ces moments, on va dire, boulot. Par contre, dans les moments perso, oui, là, effectivement, il y a, et maintenant que tu le mets en exergue, au moment dans mon espace professionnel, virtuel, l'espace, je le perçois, enfin, mon pilote perçoit l'espace comme plus limité, alors que dans mon espace personnel ou dans ma vie personnelle, l'espace est presque infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite perçue. Il y a vraiment une forme d'espace limité au travail, puisque je suis littéralement dans le cadre de mon écran ou dans le cadre de mon bureau. Et effectivement, le dernier exemple dont je voulais parler, c'est sur le plan personnel. C'est dans des moments un petit peu émotionnellement euh, tendus, par exemple dans des moments où on parle de santé, où il y a des questions ou du doute. Donc il y a une tension liée à ça. Le rôle, quand c'est quelqu'un autour de moi qui va être par exemple de très proche, le rôle que je me crée finalement, je ne sais pas si c'est le bon rôle, mais c'est le rôle que je me dis est le plus approprié d'essayer d'être là pour soit rassurer, soit juste être là pour l'autre personne, et en même temps de souffrir pour l'autre et de ne pas le montrer. Donc à ce moment-là, c'est là que j'ai effectué des stoppages
que j'ai rappelé à mon pilote ou que le pilote a rappelé à la machine qu'on était dans un espace émotionnel d'amour et de positivité. Et là, c'est plus facile. Il y a quand même une friction qui se passe à ce moment-là, parce que, en tout cas, ma machine, je peux pas juste l'arrêter, lui dire arrête d'être triste ou arrête de penser qu'il peut y avoir des conséquences. Mais ça m'a permis quand même d'être plus en contrôle que si j'avais simplement laissé la machine prendre le, le devant. Voilà. Alors, peut-être la parole à Isabelle et Stéphane. Oui, peut-être je peux enchaîner sur ce qu'a dit Amaury par rapport au temps. Peut-être. C'est-à-dire que moi j'ai remarqué que ce que tu dis sur l'aspect limité et l'aspect infini, c'est clair que ça a une influence par la nature de l'émotion et soit fait que la conscience se concentre et se focalise. Par exemple, sur un sujet qui est préoccupant, on sent qu'il y a une sorte de tension qui s'opère parce qu'on prend un rôle, par exemple, de victime ou d'agresseur, et donc on concentre l'énergie et c'est quelque chose qui devient lourd. C'est lourd et en même temps ça se répète et le temps est pas ouvert. C'est un temps qui nous fait de la peine et donc moi je sens une vraie tension sur le plan mental et sentimental. Et par contre, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est comme des trajectoires. C'est-à-dire, si on laisse le phénomène se produire et se répéter, c'est comme quelque chose qui chute, qui descend. Alors que si on s'en aperçoit, on fait un stoppage à ce moment-là, effectivement par des stratagèmes corporels ou même mentales, de changer de sujet dans sa tête, hein, ça change. Et c'est comme si l'espace-temps se comprime et s'alourdit ou se dilate et devient plus léger. Et alors, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que je suis en train de me rendre compte que la majeure partie du temps, on fonctionne comme ça. Un peu comme si l'image, ça serait je prends quelque chose et je le jette en avant dans le temps. C'est-à-dire que je vais à Compiègne. Et puis je me dis, à Compiègne, je vais effectuer telle action. Ok, mais ça m'entraîne. Alors, ça m'entraîne dans mon esprit à penser un tas de possibilités, de chemins, qu'est-ce qui va se passer, et d'échafauder tout un scénario, et ça m'amène concrètement à Compiègne. Et j'ai l'impression que j'ai une nécessité, pour avancer, de me poser des sortes de jalons, des sortes de sujets, des sortes de rendez-vous, et qu'en fait, finalement, ça ne m'apporte rien sur le plan personnel, sur le plan de l'être, sur le plan de la liberté de mouvement et des possibles. Voilà, je constate ce fonctionnement permanent, une espèce de roue qui tourne, où j'ai besoin de jeter en avant quelque chose pour avancer. Et je me dis, c'est un automatisme, pas forcément demain, peut-être si je me dis, tiens, j'ai envie d'aller en Australie, pourquoi je n'irai pas en Australie? Vous voyez, c'est une espèce de réflexion sur le fait que tout est quelque chose qu'on jette en avant, des sortes d'hypothèses, on jette, et puis on avance. Je reviens justement par rapport à ce que tu dis, Stéphane, qui est à mon avis extrêmement intéressant. Je montre en caméra un livre qui fut un best-seller donc de Jacques Monod, Le hasard et les nécessités, avec un sous-titre assez interpellant d'ailleurs, Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne. Et Monod développe dès le début de son livre l'observation en termes de, justement, c'est un spécialiste de biologie, de formes de vie extrêmement simples, des microbes, des bactéries, et des bactéries qui vont avoir des projets. Il y a la bactérie, elle va chercher à manger. Même si on va chercher ce qu'on appelle le blob, encore plus étonnant, une cellule qui va se structurer, passer même des
des labyrinthes pour trouver sa nourriture. Et ça nous ramène à ce que tu viens de dire, qui m'a paru en effet très interpellant, sur les trois fonctions qu'on étudie en neurocognitive concernant l'espace extracorporel, l'espace intellectuo-conceptuel et l'espace émotivationnel. On s'aperçoit que c'est en effet ce que tu viens de dire, c'est un espace-temps. Et ça, je l'ai mentionné nulle part, je n'ai pas réfléchi, je t'avoue que ta réflexion est extrêmement interpellante parce que même si on réfléchit souvent sur l'impression qu'on est contracté ou que c'est dilué, ce que tu viens d'expliquer, on ne réalise pas à quel point nous sommes justement des animaux à projet. On vit parce qu'on se lance des défis, on se lance des projets. Et d'ailleurs, on observe que des gens qui vieillissent soudainement, des gens qui vieillissent, qui vont mourir, qui viennent malades, on s'aperçoit que ce sont souvent des gens qui se disent à quoi penser. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus l'être justement qui se projette en avant, corporellement presque, comme tu viens de le mentionner, et motivationnellement, oui, c'est sous-jacent à notre travail d'aujourd'hui, et même intellectuellement, conceptuellement. Il n'y a plus ça, il y a, oh, oui, on dit maintenant. Et là, c'est comme si on n'avait plus le moteur. Donc, par rapport à la neurofonction 16, ton apport, oui, m'interpelle, en effet. Alors, mais la question sous-jacente, c'est est-ce que, alors là je parle de mon cas personnel, mais est-ce que j'ai besoin, pour être bien dans ma peau, d'être dans ce mécanisme où de façon systématique et permanente, je fabrique des projets. Alors et je ne suis pas sûr que ça soit, que la réponse soit tout à fait, tout à fait positive. C'est-à-dire, je peux tout à fait, être heureux et joyeux sans activer ce mécanisme de projet. Par contre, j'ai remarqué que lorsque je focalise sur un rôle que j'aime, plus un thème qui me plaît et que j'active ma mécanique de cogitation, j'en tire une certaine joie. Mais sauf que je ne suis pas sûr qu'au bout d'un moment, cette joie soit pas forcément, devienne pas une tristesse. Voilà, donc, voilà. J'entends ce que tu dis, je dirais que, à mon avis, je te livre un peu mon propre travail de recherche, parce que, en petite parenthèse pour te répondre, Montesquieu de mémoire, dans ses pensées, observait le même processus. Il note quelque part, nous passons notre temps à agir, à penser à agir. Mais qui est-ce qui agit? Est-ce qu'on est là à agir? C'est vraiment une grosse question qu'il pose. Et c'est vrai qu'il y a comme une sorte de peur de l'inaction chez beaucoup d'entre nous, et j'ai envie de dire chez tous. Et en résultant de cette peur de l'inaction, eh bien, il y a toujours ces projets dont tu viens de parler, il y aura ceci, puis il y aura cela, puis celui, puis celui. Comme un peu si on se raccroche, c'est un peu comme on est dans un arbre, on tombe et puis on se rapproche aux branches. Et c'est le sentiment. Complètement d'accord avec toi, et je te dis, moi, mon travail de recherche actuel, alors c'est tout à fait pour notre travail de neurocogniticien, le fond du fond, c'est-à-dire, comme vous le savez, j'essaie de travailler sur le stade 4 de veille. J'ai des moments où, comme tout le monde, je m'endors, il y a des moments où je suis un automate au stade 1, qui est une catastrophe, il y a des moments où je me réveille au stade 2, des moments où j'arrive au stade 3, et des moments, quelques jours, là, c'est retombé. Donc c'est vraiment, malheureusement, je suis très catastrophique depuis 2 jours, j'ai un mal fou à y arriver à nouveau, mais j'ai eu quelques jours avec des moments de présence, et donc en aparté, après, je vous dirai d'ailleurs à tous les deux, quelques notes que j'ai prises qui avancent sur mon travail de recherche qui me paraissent extraordinairement intéressantes. Et j'ai découvert donc que, oui, si jamais ce mécanisme que tu viens d'évoquer, on peut dire d'ailleurs le terme de mécanisme, ce mécanisme d'aller de l'avant pour ne pas sombrer vers l'arrière, on va dire, si au lieu de l'orienter, si au lieu de l'orienter vers mon projet, ça va être m'occuper des affaires sociales, des affaires intellectuelles, des affaires. Soudainement, ça va être d'être présent à moi-même, de me retrouver moi-même. Je suis là dans une pièce, et quand je reviens dans cette pièce, je me rappelle de moi. Mais mieux, quand je quitte la pièce, j'essaie d'être présent dans le mouvement
le mouvement corporel, le mouvement des idées, le mouvement des émotions, motivations. Et là, eh bien, j'arrive à inscrire peu à peu, justement, dans ces processus qui lancent, une capacité à lancer un projet qui est d'être moi-même. Et donc, qui me renforce dans l'être en soi. Das Ich an sich, chez Emmanuel Kant en philosophie, c'est extrêmement interpellant. Donc, à mon avis, oui, il y a moyen d'utiliser ce mécanisme, mais pour cet aspect ontologique, l'être, tu as évoqué sans citer le mot ontologie, mais c'est tout à fait ça, avoir une conscience de notre être, une présence, une intensité qui va produire de l'intensité, appeler l'intensité, rappeler l'intensité, jeter l'intensité pour là-bas, 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 et peu à peu, ça nous construit. Donc il y a dans ce mécanisme-là d'espace-temps par rapport à ta réflexion d'avant, d'espace-temps corporel, intellectuel, conceptuel et aussi motivationnel. Justement, la motivation, elle est là. Il y a moyen d'utiliser ce mécanisme de façon, à mon avis, tel que je l'ai exploré récemment, ces jours-ci, fabuleuse. Oui, tu expliques le rappel de soi, la joie de revenir dans l'instant présent. Mais en revenant, je reviens sur ce qu'a dit Stéphane, et sur ce que tu dis, essayer d'amalgamer donc les deux, le projet de Stéphane qui va intellectuellement lui plaire, il est en train de réfléchir à ce projet-là, et en même temps le tien à l'intérieur d'un projet qui est en train de plaire, on se retrouve à l'intérieur. Et donc là, il y a vraiment un amalgame, une grande joie d'être à la fois intellectuellement performant, et plus on est présent à soi-même, donc intellectuellement, corporellement, émotionnellement, plus le projet devient fabuleux, devient intéressant, parce qu'on est vraiment le projet. On devient le projet, on est là avec le projet. On n'est pas séparés. On est nous, tout entier, dans le projet. C'est ce que je voulais dire en fonction de ce que vous avez dit tous les deux. Et en même temps, ce que tu disais, Stéphane, qui va dans le sens de ce que vient de dire Serge, en effet, on observe tous ces mécanismes, même qu'on trouve en psychologie, de joie et de déjoie. Quand tu disais, au début, j'ai un projet, j'ai dedans, youpi, la joie, puis au bout d'un moment, ça commence à moins m'intéresser, puis jusqu'au moment où vraiment, c'est triste, hein, c'est que ça. Mais c'est vrai, on est tous passé par là. Et ce qui est interpellant, c'est ça, c'est à partir du moment où dedans, exactement ce que vient de dire Serge, dedans, l'animal, la bête à projet, il y a une conscience qui habite. Et là, il ne va plus y avoir cette joie et cette déjoie, ou plus exactement, on n'est plus dans des émotions primaires de type justement joie-tristesse, que tu évoquais, mais on arrive à des émotions secondaires et même des sentiments, le grand sentiment de joie, parce que la joie a deux acceptions. Et là, ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans l'ambiance de la joie. On est vraiment dans un espace émotionnel et motivationnel, parce qu'on produit, on maintient, qui nous plaît, on baigne dedans. En fait. Je pense que c'est ça la différence. C'est-à-dire que dans un cas, tu es baigné par un milieu, alors que dans l'autre cas, c'est une focalisation sur un point ou une idée ou un concept qui est étroit. Et donc la tension, si elle est mise sur cet objet, au bout d'un moment, elle se retourne. C'est-à-dire ça devient une tension qui est connotée positivement, mais en fait, si on suit la courbe du temps, elle passe de l'autre côté. Alors que si tu es dans une piscine, bah, tu es baigné dans la... C'est comme ça un peu que je me le représente. Tu es baigné par, mettons, une eau chaude, bah, elle est chaude de façon continue. Oui. Alors que dans l'autre cas, c'est quelque chose qui est plus appliqué à une partie. Alors que dans le cas d'un sentiment plus profond, plus baignant, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est plus peut-être c'est ça la question, c'est que si on part sur ton modèle avec corps, émotion et cogitation, bah peut-être que moi ce que je ressens, c'est que peut-être quand je suis joyeux de façon expansive, c'est toute le contenant ou le contenu
de mon corps qui est baigné par un sentiment de joie. Donc j'ai la joie jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des cheveux, et ainsi de suite. Alors que dans le cas contraire, peut-être non. Et d'ailleurs, c'est très vrai. Si j'ai un sentiment de tristesse, par exemple, je vais avoir mal au ventre. Alors que si je suis dans la joie, ben non, je respire. C'est-à-dire je sens que mon corps bouge dans toutes les dimensions, et que ça rentre, et que ça sort, et que ça rentre, et que ça sort. Mais bon, c'est une façon peut-être d'essayer d'expliquer la différence de nature. Espace émotionnel, ouais. C'est ça. C'est un rapport à soi qui n'est pas le même, qui n'est pas dans les mêmes gammes de perception et de focalisation. Et il y a la méthode d'Anfield, au niveau pour les projets. Il y a plusieurs projets. Il y a toujours un projet qui est un peu au ralenti, donc il va proposer l'espace émotionnel de ce projet-là, être un peu terne. Il y a un autre projet peut-être qui va avancer, donc on va aller émotionnellement dans l'autre projet, on va se sentir mieux pour revenir. Voilà, c'est la méthode d'Anfield. Et Isabelle, alors, que nous dirais-tu? As-tu pu explorer un peu cette non-fonction cesse, se connectant à deux autres? Alors, je suis encore sous le coup d'une émotion qui m'est arrivée juste avant la réunion. Alors, je vais demander votre indulgence et votre aide pour essayer de caractériser exactement ce que j'ai vécu. Parce que je suis encore vraiment sous le coup de l'émotion. Donc, c'est dans un cadre, je suis dans ma voiture, et j'ai la vision d'une agression qui se passe juste devant moi. Et j'auto-observe mon émotion de peur de descendre du véhicule, parce que peur d'être agressée moi-même, puisque les deux individus, enfin il y en a un surtout qui a cogné l'autre. Et en même temps, j'auto-observe la tristesse de ne pouvoir venir en aide à l'autre personne qui est à terre. Et donc, ces deux émotions très fortes et très violentes en même temps font une espèce de... Enfin, provoquent une contraction, tension extrême en moi, et une compression du temps dont parlait peut-être un peu Stéphane. Et me vient l'idée d'appeler les urgences, la police. Donc j'arrête mon véhicule 10 mètres plus loin, parce qu'évidemment il y avait les klaxons derrière moi, comme si de rien n'était. Enfin, tout se passait comme si les autres n'avaient pas conscience de ce qui se passait. Et donc j'arrête mon véhicule, j'appelle les secours, et à ce moment-là, j'auto-observe dans ma biopsychomachine une détente, d'avoir pu au moins faire quelque chose dans on va dire, dans mon impuissance, dans ma sensation d'impuissance, d'au moins avoir pu faire quelque chose. Et j'observe l'énergie qui circule à nouveau en moi. Alors, j'ai besoin de vous pour caractériser tout ça, parce que les faits étaient à la fois très concomitants et comme dans un stoppage de temps en même temps. Donc, j'ai besoin de votre avis sur tout ce qui s'est passé, les interconnexions des neurofonctions qui se sont mêlées. Déjà, tu l'as dit, neurofonction 15, c'est dans le même sens qu'Amaury. C'est une neurofonction 15 de stress, de tension. Et puis là-dessus, en effet, il y a un rapport, Amaury l'évoquait aussi, neurofonction 20, parce que tu es en rapport avec autrui, et quel rôle vais-je jouer? Si je sors, on me bastonne moi aussi, donc c'est pas la peine. Donc il faut trouver une solution. Il y a une solution intellectuelle, en effet, se garer plus loin. Et quel
téléphoner, mais là, à nouveau, nous en fonction 15 parce que les gens te klaxonnent. Et là-dessus, ce qui ne s'est pas activé, mais qui aurait pu être, mais c'est un entraînement, si tu étais la non-fonction 16, en te disant, voilà, je baigne dans une force au-dessus de moi. Je parlais d'amour à Stéphane et lui, ça on peut employer ce mot-là, une force au-dessus de moi qui va harmoniser tout. Donc, je vais pouvoir calmer les gens qui sont là en voiture qui klaxonnent. Je vais pouvoir appeler les secours qui vont pouvoir venir. Et les gens vont pouvoir, celui qui est agressé va pouvoir être sauvé, sauvegardé, soigné. Donc, cette idée de pouvoir générer en plus une émotion au-delà, seulement d'entrer dans un espace émotionnel plus intense, plus vaste. D'ailleurs, Stéphane avait aussi un terme là-dessus. Mais voilà, je te laisse la parole. Elle l'a dit parce que quand elle a pu appeler les secours, déjà, c'était un soulagement. Donc, effectivement, là, on voit bien les rôles. Et aussi, il y a eu la neurofonction numéro 17, parce que la vue, quand tu as vu l'agression, ça a suscité une émotion au niveau de la vision. Voilà, ce que tu vois, c'est ça, ce que tu vois donc a généré ce que tu as dit, donc une tension au niveau émotionnel, donc la neurofonction 15, la 20 aussi également. Voilà, ce que je peux ajouter. Là, c'était vraiment dans le moment, ça surgit. Tu es là. Ça me rappelle Merci. un moment aussi. J'étais dans une voiture, je conduisais une voiture et j'étais arrêté à un feu rouge, à un feu. Et derrière moi, il y a une autre voiture et il y a un policier, parce que sur le moment, je n'ai pas pensé que c'était un policier. Quelqu'un est sorti de la voiture derrière moi, a ouvert la portière, on était arrêtés. Il y avait un pistolet dans la main et il a été pointé le pistolet sur l'automobiliste, le conducteur de la voiture qui était juste devant moi. Donc là, au niveau émotionnel, effectivement, c'était plutôt copieux. Et là, j'étais dans un 17 très violent. Effectivement, à cette époque-là, je n'étais pas encore neuroconnecticien, je ne travaillais pas à la neuroconnectique. Mais là, en me remémorant cette scène, parce que tu parles d'une scène assez violente finalement, et inattendue, très très inattendue. Effectivement, quand quand je suis sorti de cette scène-là, j'ai pu, moi, changer de fil et m'en aller, laissant les deux hommes avec le conducteur. Là, ça allait mieux. Donc, au niveau du rôle, mon rôle émotionnel s'est calmé, effectivement. Mais au niveau 15, j'étais très très tendu. À ce moment-là, je le répète, je ne travaillais pas du tout la neurocollective. Mais ça me permet de revoir la scène avec toi, émotionnellement parlant. C'est vrai que c'est très interpellant d'observer la différence entre, souvent, tu nous as orienté vers cela, Stéphane, la notion d'espace et de temps, parce que quand c'est un grand choc immédiat, Inattendu. Là on peut avoir une compression du temps, c'est impressionnant. Oui, c'est Il se ça. passe plein d'événements, mais pour nous c'est comme ça. Et puis à la limite, comme des gens qui ont eu des accidents de voiture qui racontent que les derniers moments, vous voyez presque seconde après seconde. Ce ralenti. Ils voient les débris de glace arriver sur eux. C'est ça, le ralenti. Oui. Donc, Ils sont présents. Des grandes présences. Ils sont présents. Une très grande Il y a présence. un choc qui fait qu'ils deviennent extrêmement présents. Et là, la conscience, comme elle fonctionne instant par instant, elle est capable d'être présente à chaque instant. Oui, Sinon, découper le temps. Sinon, elle ne fait que des synthèses. Découper le temps. Sinon, elle produit des synthèses, elle résume, elle agrège, elle chante. alors, Amaury, que l'on ne voit plus sur notre écran zoomien, nous entends-tu?
Oui, oui, je suis là. Est-ce que tu as rien à rajouter? Parce que d'abord, après, on passera au cours suivant, mais Non, non, expérience similaire comme tu le disais, me remémorant ce type d'expérience par le passé, pas aussi violent, mais effectivement, je vois des exemples similaires se remémorer en moi. Rien d'autre à ajouter. bon, alors, je vais vous proposer, puisqu'on a Carole qui a envoyé un message, finalement, elle ne pouvait pas venir, et là, j'avais l'intuition qu'il y avait peut-être Aurélie, je me suis levé, puis j'ai découvert qu'Aurélie, en effet, a envoyé un message, je ne peux pas, je suis encore au laboratoire. Bon. Donc, nous sommes en petit comité. Attaquons-nous la session suivante. Allons-y. Travail dirigé qui vient après, donc, alors. Bon, Tu présentes le travail et je vais lire les exemples ensuite. d'accord, ça. Présente le travail. Alors, donc, c'est la section numéro 8 du livre, toujours le livre Neuroconnectique Enseignement. Connexion neurofonctionnelle corporelle inter et motivationnelle. Donc là, on va avoir un lien avec ce qui est corporel et très souvent, parce que j'évoquais Aurélie, vous savez qu'Aurélie et d'autres d'ailleurs ont eu parlé à tel ou tel moment en racontant, par exemple, ah j'ai eu telle émotion et d'ailleurs mon corps était coincé, était blotti, était, ce que tu viens de dire aussi, mal à respirer. Bon. On s'aperçoit qu'on a beaucoup de difficultés à décrire un processus strictement émotionnel, ou un processus, et justement on va y venir, strictement corporel. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que ces mécanismes associatifs qui associent deux régions neuronales sans nous demander notre avis, eh bien, en les ayant séparés, dissociés, on va pouvoir à nouveau nous les connecter, mais décisionnellement. C'est complètement différent. Donc on va se dire, maintenant je vais être attentif ou attentive à un processus corporel et un processus motivationnel. Alors ensuite, la précision, bon, c'est qu'évidemment ce cours pratique numéro 29 va traiter donc de connexion neuronale fonctionnelle sollicitant extrinsèquement notre neurosystème corporel et notre système motivationnel. Et donc je vais laisser à Serge de pouvoir nous lire, puisque, alors juste un petit détail, pardon, il faut préciser, oui, que on va rester toujours sur cette idée, alors ici, parce qu'il y a d'autres cours après qui sont autres, disons, mais là on va rester ici dans ce qui est, donc, on va dire, des connexions, entre guillemets, motrimotrices. Donc on va être sur alors un moteur corporel, c'est le mouvement du bras. Mais il y a aussi le moteur motivationnel. Ah, je veux lancer une motivation vers autrui, je veux créer une émotion chez autrui. Et puis après, on va travailler aussi sur ce qui est sensoriel, entre guillemets. Donc là, on est en entrée, non plus en sortie dans la machinerie biologique et psychologique. Et donc, on va pouvoir se dire, eh bien, corporellement, oui, je vois, j'entends, c'est sensoriel, mais émotionnellement et motivationnellement, je vais dire, une émotion, c'est une entrée, c'est pareil qu'une sensation. Finalement, il y a un processus qui entre. Donc là, on va travailler sur un processus entrant sensoriel et un processus entrant émotionnel. Et puis enfin, évidemment, ce qu'on appellera végétatif, c'est-à-dire, entre guillemets, ce qui végète, c'est ni en entrée, ni en sortie, c'est un processus qui est là à l'intérieur. Et évidemment, on va pouvoir en évoquer. Alors, sur le plan corporel, on peut se dire, est-ce que je suis tendu, relaxé corporellement, mais aussi, on va parler des tensions et relaxations émotionnelles. On en a parlé il y a quelques minutes. Ce qui va être intéressant, ça va être de connecter les deux. Donc, je vais couper les deux. Voilà, donc je te laisse, Serge, lire des exemples d'étudiants, et puis on va voir, Serge le disait tout à l'heure en préparation du cours, avoir des moments où on évoquera ceci et cela, puis on travaillera, on aura des exemples à nous, et on reviendra sur la lecture après. Donc, je vais vous lire un premier exemple. Connexion neuronale, motrice, donc 5 inter 19, tandis que j'étais assis dans mon fauteuil, quelque peu assoupi.
J'ai auto-observé que ma posture corporelle détendue s'accompagnait d'une posture émotivationnelle tout aussi détendue. L'une avait-elle cognitivement précédé l'autre? Les deux étaient-elles systémiquement apparues ensemble, tel un système à deux variables complémentaires? J'ai auto-observé que l'attitude posturale corporelle calme, stable, attire après elle une posture intérieure calme, stable, qui apaise les émotions et les sentiments. Rester immobile pour quelque temps permet une auto-observation dirigée vers l'intérieur, ce qui induit l'apaisement et puis le contrôle des mouvements et motivationnels. J'ai l'impression que tout mon être forme un bloc unitaire, calme et conscient de moi-même. Connexion neuronale motrice 4 inter 18, j'ai auto-observé que lorsque je suis agité, ou du moins lorsque ma biopsychomachine l'est, celle-ci, ma biopsychomachine toujours, a tendance à s'agiter aussi motriciellement. C'est-à-dire, tandis que dans ma tête, il y a une tempête de pensée liée à un sujet urgent ou dramatique, quelques neuroprogrammes en moi commencent à bouger mon corps à droite et à gauche, que ce soit dans ma chambre ou sur le quai du métro. J'ai auto-observé cette tendance chez beaucoup de gens, surtout jeunes, lorsqu'ils sont préoccupés par un sujet bouillonnant dans leur tête. Oublient qu'ils se trouvent également dans le monde extérieur et commencent à arpenter rapidement, en avant et en arrière, la rue ou l'espace fermé dans lequel ils se trouvent, comme pour se calmer ainsi de leur agitation interne. On va déjà poser ces deux exemples. En plus, jeune, c'est intéressant parce que Maury qui avait été dans ce groupe-là, c'était il y a une dizaine d'années, donc évidemment, c'est plutôt des gens de 20-30 ans, grosso modo. Donc évidemment, si on a 40 ans ou 90 ans, c'est un petit peu différent. Et cela dit, on aperçoit tous des moments de la vie où c'est très bien marqué et narré. Voilà, il y a un mouvement. Et puis derrière, il y a cette agitation, on est dans une angoisse, dans des pensées troublantes, agaçantes, bouleversantes. Et la machinerie effectue les 100 pas, et la machinerie. J'ai même vu un homme, je me rappelle, ça m'avait impressionné, 75 ans quand même. Bon, il avait eu des fonctions importantes dans son entreprise. Vraiment. Donc, il a tapé du poing. Bon, moi, j'étais là en ami, mais enfin, pour les gens qui n'étaient pas en ami, boum, comme ça sur la table. Donc, il y a l'émotion et la corporation, pas l'incorporation, mais la corporation d'émotions. Quand j'étais en train de lire l'expérience in vivo, dans le moment présent, pour la première connexion neuronale, donc la 5 inter 19, donc la posture corporelle et la posture émotivationnelle. Lorsque je lisais, je me suis aperçu que j'avais une posture émotivationnelle et corporelle un peu tendue, un peu parce que j'étais en train de lire, donc il fallait que chaque mot soit bien entendu, soit bien apprécié, que la lecture puisse se comprendre. Mon corps, ma posture, j'étais assez droit, et en même temps, motivationnellement, j'étais aussi droit, un peu, même pas un peu, j'étais aussi droit. Voilà, c'est une rétitude. Oui, une rétitude. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le lapsus, c'est intéressant. En soi, c'est à la fois une neurofonction de positionnement émotivationnel et corporel, mais en même temps une neurofonction de tension corporelle et motivationnelle. C'est ça. Face aux autres. Quelles peuvent être, oui, les réactions des uns des autres. Ça nous paraît facile à travailler pour se dire, dès l'instant où j'ai un mécanisme, je vais essayer de tester si j'ai l'autre,
Et si je n'ai pas l'autre, je peux le produire l'autre. Alors c'est intéressant parce que, enfin, je vous dis d'expérience, si par exemple il y a un énervement et puis soudainement le corps commence à être aussi, et on en prend conscience. On prend conscience de ce couplage, de ce couplage. Et bien, à ce moment-là, on peut stopper le double mécanisme parce qu'on est dedans. Oui, c'est ça, je pensais à ça quand tu exprimais l'exemple, c'est la nécessité de maîtriser le découplage, arriver à faire en sorte que tout soit découplé. Auquel cas, chacun vit sa vie librement. C'est même plus que ça, c'est que en prenant conscience des deux mécanismes qui sont là par automatisme, tout ce que j'ai dit il y a 10 minutes par là, on a le mécanisme donc associatif qui s'installe, couplage automatique, donc connexion, on va dire automatique. Bon, ok. Puis soudainement, on en prend conscience. Et là, on peut en effet se dire, je peux séparer les deux. Je pourrais calmer le corps. Ça bouillonne à l'intérieur, je peux calmer le corps. Ou bien, c'est le corps qui va bouger, puis à l'intérieur, ça va, la vie est belle. Mais dès l'instant où j'ai compris ça, je peux recoupler, et cette fois consciemment. Et ça change toute la donne parce que ça va être une connexion entre les deux, mais qui va me permettre justement de désamorcer complètement, en l'occurrence, l'énervement, ce qui évidemment nous repose beaucoup, dépense beaucoup moins d'énergie parce que on a couplé les deux et on les relaxe. Oui. Alors, donc, si je reprends mon exemple de lecture, c'est une tendance à harmoniser les deux. Harmoniser les deux neurofonctions. Trouver un équilibre. Et en même temps, ça rééquilibre l'ensemble. Plutôt que de pencher d'un côté parce que émotionnellement, on est là, ou alors crispation, une mauvaise posture. C'est trouver un équilibre entre les deux. Puis il y a ce qu'on donne aussi comme exemple, souvent quand on est par exemple comme ça, quand je suis comme ça, j'ai une posture corporelle, et à cette posture corporelle est reliée une posture émotionnelle. Donc, comme le disait la fille dans une agitation au niveau des mouvements corporels, est aussi relié des mouvements et motivationnels. D'ailleurs, allons plus loin, je l'avais dit il y a très longtemps au tout début de ce cours en général, donc toutes ces séances de travaux dirigés, c'est que les trois mécanismes fonctionnent en même temps, c'est-à-dire que ce soit corporel, motivationnel ou intellectuel, conceptuel, mais simplement qu'on n'est pas présent à ça. C'est vraiment un peu ce que disait Stéphane, c'est séparé, c'est chaotique, et ça s'attache tout seul, ça s'associe tout seul. Or, ça produit plein de problèmes puisqu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Mais dès l'instant où on s'amuse à les découpler et à les réaccoupler, deux par deux, alors là on va travailler sur l'émotionnel corporel, plus tard on travaillera sur émotivationnel et intellectuel conceptuel, puis après on pourra arriver aux trois. Et ce qui est interpellant, c'est ça, c'est que peu à peu on arrive à s'approprier le tout et donc à générer l'émergence d'un pilote dans l'avion. Je voudrais, si possible, intervenir dans ce qui vient d'être dit et qui m'a amené une auto-observation de ma propre attitude ou de l'attitude de ma biopsychomachine. En fait, lorsque Serge parlait et donc lisait, j'ai auto-observé que j'avais une attitude émotivationnelle d'impatience parce que je n'entendais pas bien ce qu'il disait et j'avais une profondeur de champ, j'avais l'impression que vous étiez très très loin. Et du coup, j'ai auto-observé que mon attitude corporelle est liée à cette attitude motivationnelle d'impatience, était que mon pied, mon orteil battait la mesure. Et le fait de relier les deux attitudes
m'a fait sourire et m'a amusé, et du coup, ça a cessé euh, la combinaison des deux, en fait. Et ça a libéré plutôt un sourire. Euh, voilà, c'est ce que je voulais partager. J'avais observé ça, je commençais à tapoter des doigts il y a quelques bonnes minutes et amusant. Et tout à fait, on observe le mécanisme, mais nous, on est, par exemple, conscient d'une pensée dans notre tête, ah, tel a dit ça, ah, je me rends compte que je suis en train de penser, enfin, ma machine est en train de penser ça, à partir de ce qu'a tel a dit. Mais on sait déjà plus qu'on a un corps, on sait déjà plus qu'on a des émotions. C'est déjà bien, on a une auto-observation intellectuelle, conceptuelle. Mais à nous, justement, de créer ces connexions qui vont nous amener petit à petit à avoir des moments de complète présence. Alors, Alors là, il faut peut-être que tu lises plus haut. Je lis plus haut. Et oui, ce que tu as compris, ce que nous expliquait Isabelle, c'est que. Voilà, parce que. Mais oui, parce que moi aussi, si je lis comme ça. Oui, mais non, faut que je me dresse en conférencier. Voilà. Connexion neuronale motrice 4 inter 19. Il m'a été donné d'auto-observer que si j'exécute depuis un effort de stade 3 de veille des mouvements corporels réguliers, ordonnés, cela peut emmener une stabilisation de l'état intérieur de ma biopsychomachinerie corpo-émotionnelle. Par exemple, si je marche d'un pas calme et égal dans la rue pour quelques bonnes minutes, cela apaise mon esprit. Connexion neuronale motrice 5 inter 18 qui vont devenir 5 inter 19. J'ai auto-observé qu'il m'est plus facile de calmer mon stress émotionnel quotidien et toutes les perturbations qu'il occasionne si j'arrête mes activités corporelles motrices, souvent menues et répétitives, et j'adopte une posture corporelle commode et fixe, et je me détends pour un quart d'heure. L'immobilité du corps amène progressivement l'immobilité émotionnelle. Connexion neuronale. Là, on change. Oui, peut-être que là, à nouveau, tu devrais faire une petite pause, parce qu'on a encore un peu de matière à disserter, voilà. Un livre de Jean-Pierre Changeux qui s'appelait Matière à penser, d'ailleurs, c'était avec Alain Kuhn, le mathématicien, alors neurobiologiste mathématicien, grosse discussion. Mais donc, oui, est-ce que Isabelle, Amaury, Stéphane, ça vous paraît parlant tout ça? Est-ce que vous pensez que vous pourriez facilement entrer en expérience dans les 1 ou 2 semaines qui viennent? Ouais, j'ai reconnu 4 inter 19, là, dont je parlais d'ailleurs tout à l'heure, hein. Je vais marcher un petit peu pour penser à autre chose ou casser les idées récurrentes. Effectivement, ça marche très bien sur ma machine. Donc je vais continuer cette expérience. Oui, pour moi aussi, je suis tout à fait d'accord. 4 inter 19 fonctionne très bien sur moi aussi. Je me permets juste, pour le plaisir de la littérature, donc le livre dont je parlais un petit peu avant, qui était produit donc, chez Odile Jacob il y a quelques années, mais qui aide à réfléchir. C'est, à mon avis, très, très intelligent. Alors j'avais proposé à des collègues récemment dans on va dire du 4 inter 19 un petit peu, mais euh, dans l'idée de casser le cycle des meetings stupides ou des réunions qui servent à rien, ou des jobs qui sont là juste pour
brasser du vent. Je leur avais dit, à chaque fois que quelqu'un dans un meeting dit quelque chose que vous considérez un peu stupide, je vais, je vais faire, je vais exercer mon corps, donc je vais effectuer 10 pompes ou je vais effectuer 10 squats, donc un mouvement corporel pour justement casser et pour rendre utile quelque chose qui était inutile. Donc, voilà, je vais peut-être tenter l'expérience, alors peut-être chez moi plutôt qu'au bureau, mais je m'étais dit que c'était pour transformer une idée récurrente un peu négative ou un petit peu perçue comme négative, pour renforcer justement ma machine physique qui au final, sinon, est assise toute la journée. Alors, je sais pas si ça compte comme une expérience en l'occurrence, mais c'est Ce que notre tu dis idée. est tellement intéressant parce que ta biopsychomachinerie corporelle s'agitant en termes de, bah, tu dis, pas, des squats, des pompes, tout ce que tu voudras, bon, des haltères, que sais-je. Et à partir du moment où tu es en action corporelle, d'une part, encéphalie, endorphine, tu te libères de l'agacement des gens parlant pour ne rien dire ce que tu disais avant, mais en plus, sur le plan émotionnel, il y a comme, c'est extrêmement intéressant, on y revient, on avait parlé une fois des vases communicants de Blaise Pascal, finalement on s'aperçoit que ça passe d'une éprouvette vers l'autre. C'est-à-dire que l'énergie qui est utilisée corporellement, enfin, pardon, émotionnellement, ah ça m'agace, au lieu qu'elle continue à nous agacer, on l'utilise, cette fois ça passe de ce qui est entrant vers un processus sortant, on va l'utiliser pour de l'action corporelle. Donc ça devient super parce que cette énergie qui nous aurait effondré, elle va nous servir pour nous construire. Donc moi je pense que ton expérience est très intéressante. Je vois même la considérée comme à recommander partout. Stéphane, ça t'a paru une base de travail pour l'instant déjà interpellant pour les deux semaines qui viennent. Oui, moi ce qui m'a intéressé dans ce qu'a dit Serge tout à l'heure, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que le fait, de, par exemple, d'avoir une émotion forte et de l'amener à communiquer avec le signe corporel associé, si on a conscience de cette émotion et du lien avec cette manifestation corporelle, en fait, c'est vraiment une question d'énergie, c'est-à-dire que si l'émotion est très forte, ça nous fait souffrir. En tout cas, ça nous amène dans des états qui sont inconfortables parce qu'il y a un déséquilibre. Mais le fait d'être plus relaxé, par exemple, corporellement ou intellectuellement, va faire que le système va fonctionner avec beaucoup moins d'énergie. Et on peut sentir ça si, par exemple, on travaille en mathématiques ou conceptuellement de façon appuyée, on sent que ça mange une quantité d'énergie très très forte. Alors que si on amène si on pilote un peu, finalement on s'aperçoit qu'avec beaucoup moins d'efforts, dans cet équilibre entre le corps, mettons, et la cognition, en fait ça permet finalement d'étendre peut-être le raisonnement plus facilement ou de consommer en tout cas moins d'énergie, de faire fonctionner le système de façon plus écologique ou économique, je dirais. C'est assez flagrant. Écologie nomique, oui. Écologie nomique, peut-être. On l'abordera dans quelques temps, puisqu'on va venir après le travail de connexion corporelle, enfin, entre le domaine corporel et le domaine motivationnel. On travaillera le domaine motivationnel et le domaine intellectuel-conceptuel, et on sera exactement dans ce que tu viens de décrire, tout à fait. Et on s'aperçoit à quel point, c'est tout le même fondement finalement, consommation de glucose, que ce soit au niveau musculaire, que ce soit au niveau intellectuel, c'est toujours une consommation de glucose. Donc c'est complètement juste. Et après, il y a une dynamique aussi des émotions, dans le sens où les émotions ont plus ou moins des trajectoires, par exemple une trajectoire de colère, ça va plutôt vers l'extérieur, alors qu'une trajectoire
ça va plutôt vers l'intérieur. Et après, dans le corps aussi, il y a des sortes de localisation, d'apparition et de déploiement. Donc c'est intéressant comment dire, Là, par exemple, si tu auto-observes tes mouvements, tu peux aussi auto-observer ce que tes mouvements produisent au niveau émotivationnel chez toi. C'est aussi parce qu'on est dans cet entraînement entre nous. Parce qu'on a lancé tout à l'heure, Dan Phil en parlait, c'est le rappel. Ce rappel, on a lancé un entraînement d'auto-observation. Donc on est précis, les auto-observations corporelles et motivationnelles. Donc on se lance dans ce travail. On se rappelle de ça. C'est pour ça que dans ces travaux dirigés, ce qui est important, c'est ça aussi, c'est s'entraîner, parce qu'on est ensemble à s'auto-observer là, dans le moment, là, tout de suite. J'ai pensé à un autre mouvement. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment qualifié de neurofonction 4 parce que c'est des positions récurrentes souvent sont ancrées dans un média spécifique. C'est-à-dire, moi, je le note beaucoup dans les communications. Il y a les communications écrites, par exemple, messagerie instantanée. Il y a la communication virtuelle sur Zoom et puis la communication physique ou voire email, où là, on n'a vraiment pas de réponse instantanée. Et je note beaucoup, de plus en plus, que des gens autour de moi ont tendance à communiquer des choses très difficiles ou un peu tendues par écrit sur de la messagerie instantanée. Et ce que moi j'ai observé, c'est que il n'y a aucune chance de sortir du cycle d'idées récurrentes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer il est extrêmement difficile de changer la machine, puisqu'en fait, on n'a pas l'occasion d'observer l'autre personne, de voir et d'avoir une vraie conversation, c'est-à-dire d'échanger vraiment et d'être réactif par rapport aux idées qui sont envoyées. Et donc moi maintenant, mon pilote dit à la machine, de toute façon, ça ne sert à rien de continuer une conversation, on va justement être dans une idée récurrente pour toujours, jusqu'à ce qu'on ait un mouvement depuis messagerie instantanée vers un média plus en direct. Et j'encourage les gens et je leur dis directement, je ne veux pas avoir cette conversation, n'ayons pas cette conversation par écrit, appelons-nous. Et tant qu'il n'y a pas ce coup de fil, en fait, mon pilote dit à la machine, ça sert à rien de s'énerver. De toute façon, cette position récurrente sera toujours cette position récurrente tant qu'on n'aura pas changé de média. Est-ce que tu qualifierais ça d'un mouvement, on va dire, technologique pour justement combattre une idée récurrente? Je n'ai peut-être pas la même interprétation, mais je me rappelle, c'était Marc Stéphano, à Polytechnique, il y a quelques années, on avait eu un moment comme ça où il y avait un débat, on n'était pas d'accord à plusieurs, on préparait des conférences, et à un moment donné, donc, par écrit, ça devenait houleux. Et c'est Marc Monsoukou qui a écrit, bon, en termes de gestion de crise, il faut parler. Donc on arrête tout, et là, ça se calme. On le sait, mais il faut le pratiquer. Par contre, disais-je, je n'aurais pas la même interprétation, je ne penserais pas à l'angle technologique, mais plutôt l'angle neurobiologique. Dans notre cerveau, il y a en général le fonctionnement, alors c'est très préhistorique ce que je veux dire là, le fonctionnement oral. On parle et on écoute. Et là, évidemment, on est sur un mécanisme qui n'a aucun stoppage. C'est ce qu'on appellerait en termes de neurobiologie, là encore, une voie neuronale courte. Souvent, il y a deux voies, bon, là, c'est la courte. Et la voie longue, justement, c'est la voie écrite. Et la voie écrite, c'est très interpellant parce que lire ou écrire, ça sollicite une région qui est par là, qui est une région visuelle, graphique, qui ne s'active pas dans le cas d'une discussion. Donc, quand on est en train de lire un texte, en fait, on est ralenti, un mode lent, on est ralenti, donc on est ramené à soi-même, un peu ce que disait Stéphane à l'instant quand il évoquait un processus de colère qui est à l'extérieur, un processus de tristesse qui est à l'intérieur. Là, on est un peu dans ça, c'est-à-dire qu'on est dans un processus qui ralentit, donc qui nous ramène à nous-mêmes,
Et donc, on est en circuit fermé. Oui, mais je t'ai dit que tu m'agaces, mais tu n'as pas compris mon idée, mais tu es stupide ou pas? Les mécanismes comme ça, par effet. Mais dès qu'on parle, ben là, on est stoppé, on est coupé par l'autre qui parle. Parfois même si c'est visuel, on voit l'autre, il y a des mimiques, il y a des gestes, il y a un regard triste, ou que sais-je. Et donc, à ce moment-là, on va avoir des stoppages plus faciles parce qu'on est à l'oral. Donc, pour moi, ce serait moins technologique que neurobiologique. Enfin, pas vie. C'est pour ça que dans des attitudes à chaud, il vaut mieux avoir un stoppage à l'écrit, un recul en stoppant à l'écrit, ne pas écrire à chaud, mais plutôt à tiède, si je peux le dire comme ça, ou à froid. D'ailleurs, Amaury, je me rappelle de toi il y a une dizaine d'années en arrière, tu étais ici, on dînait, on déjeunait, on dînait ensemble, et tu m'avais dansé une réflexion qui m'avait beaucoup plu parce que nous correspondait aussi, mais en tant que plus jeune que moi, je me disais, ah, il a déjà compris. Tu m'avais dit, parfois j'ai un énervement, je commence à écrire, ah, puis après je me dis, bon, allez, je coupe ça, j'enlève ça, je modifie ici. Et c'est ça, c'est aussi une méthode. Tout à fait. Ah oui. Ah, ça, c'est la technique de la réponse que tu n'envoies jamais. J'ai un dossier liste noire où j'écris l'email que je voudrais envoyer, mais que je n'enverrai jamais parce que c'est pas une bonne idée. Mais c'est juste histoire de relâcher la pression. C'est parti qu'on regrette. Justement, vaut mieux Merci. qu'il ne parte pas. C'est parti. On peut le rattraper. Ah bon, on peut le rattraper. Je savais pas. Je le crois. Alors, je vais vous donner quelques autres exemples un peu différents. Connexion neuronale sensorielle 3 inter 17. Lors d'un moment où je voyais, ou plus exactement, que ma biopsychomachine voyait, un objet qui lui rappelait un lieu de mon enfance, au lieu d'être hypnotisé par ce lieu et de m'oublier moi-même tel qu'il se joue en général, tant que nous neurofonctionnons au stade 1 de veille du moins. J'ai pu, depuis un stade 2 de veille soutenu, stade 2D, voire 2E de veille, car proche du stade 3, continuer de m'auto-observer en train de voir ce qui était dans mon présent, tout en m'auto-observant aussi, via une très intéressante connexion dans ce que mes yeux avaient vu jadis, chargé de l'émotion que cela portait en soi. Intéressant. Vous voulez en parler ou je passe à l'exemple suivant? Comme a dit Carole, on est peut-être relis, on peut peut-être reprendre à laisser quelques instants pour réfléchir. Je dirais que j'ai besoin de digérer l'information. Elle me fait revenir, ce que tu viens de dire, Serge, me rappelle effectivement certaines situations, mais j'ai besoin de les digérer pour pouvoir en parler. Connexion neuronale végétative 1 inter 15. J'ai auto-observé que lorsque je pratique la neurofonction 1 et je suis attentive à mes tensions musculaires et ou à mes petites douleurs corporelles, j'observe également mieux mes tensions et mes blocages émotionnels, car les deux niveaux de mon être me semblent assez connectés. Parfois, j'ai l'impression que les tensions émotionnelles provoquent en moi quelques tensions et blocages corporels, et que le simple effacement de mes soucis m'amène aussi un apaisement du corps. Je continue. Oui, peut-être. Là, ça revient à ce dont j'ai parlé un peu tout à l'heure,
par rapport à la tension émotionnelle et corporelle que je ressentais. Et puis le fait même d'auto-observer les deux conjointement permet de relâcher la tension, il me semble. Ce qui est intéressant, alors je reviens sur un des primats de la neuroconnectique pour cette discipline, ce qui est assez interpellant, c'est de s'apercevoir que quand on est observateur, observatrice, observateur de deux neurofonctions qui travaillent en même temps, ça permet l'émergence d'un jeu qui n'est pas le jeu habituel. Oui, moi j'aime bien les cravates bleues, donc je préfère les jeux. Non, c'est un autre jeu qui est dans l'observation, la double observation. Et c'est ça, à mon avis, qui est très important, c'est de développer ce jeu-là, parce qu'on n'est plus du tout après dans le mode de fonctionnement ordinaire. Justement, je parlais à Isabelle de gens qui vont se castagner, dirais-je, se taper dessus, mais on se tape plus dessus, parce qu'à un moment ou à un autre, on se dit stop. Et c'est l'un ou l'autre, ou c'est l'un et l'autre, mais même s'il y a tellement de puissance dans le fait d'arrêter, enfin dans la capacité d'arrêter, que l'un et l'autre, on se met d'accord d'une certaine manière, même parfois complètement inconsciente, du moins qui ne paraît pas consciente. Donc, il peut y avoir un individu qui est très conscient, qui prend conscience de ses mécanismes en lui, en elle, qui se dit j'ai le corps justement qui part en vrille, les émotions qui partent en vrille, donc motivation tragique, terrible, action tragique, terrible. J'observe les deux, ça me permet d'avoir un jeu qui émerge, qui dit qu'est-ce que c'est que cette absurdité, qui stoppe tout ça, et l'autre en face, qui est peut-être complètement inconscient, va ressentir ce stoppage. Donc là, l'autre, ça peut l'énerver, ça peut le troubler, pour commencer, bien sûr, mais en même temps, ça peut aussi l'amener à se calmer. Donc on est là dans des mécanismes autres, dans une autre forme d'humanité à explorer vraiment intéressante. Connexion neuronale végétative, 1 inter-20, voire 1 inter-5, inter-20. Lorsque je m'auto-observe dans mes tensions et mes postures corporelles, je me rends compte qu'elles expriment beaucoup de mes états intérieurs, que je le veuille ou non. Un observateur attentif pourrait comprendre de cela si mon état est positif ou plutôt négatif, s'il est plutôt disharmonieux ou le contraire. Alors, avec un peu d'entraînement, lorsque je réalise cette connexion neuronale, je peux corriger ce que je donne à voir et à sentir, et alors à ressentir par ma présence corporelle extérieure, en corrigeant, voire en apaisant mes tensions physiologiques internes. Et dernier exemple, connexion neuronale spatio-sentimentale. Devant m'asseoir, ma biopsychomachine devant s'asseoir sur le fauteuil de ma grand-mère, disparu récemment, un fauteuil disposé dans un coin de sa chambre, j'ai eu, tout d'un coup, devant mon regard intérieur, la vision d'une scène qui s'est passée dans la même pièce il y a beaucoup d'années. À l'époque, j'étais une enfant qui dansait devant sa grand-mère lors d'une fête de Noël. À présent, c'était moi, dans la posture de ma grand-mère, assise dans son fauteuil, qui regardait avec nostalgie la chambre vide dans laquelle se projetait ma vision intérieure. En effet, cette connexion 2 inter-16, on est à la fois dans l'espace extracorporel et dans l'espace émotionnel. Wow, c'est un peu de la Madeleine de Proust, autrement, mais très joli. Voilà pour les exemples. Voilà, matière à nous réveiller, à travailler, à explorer. Alors, pour éviter le silence qui sur Internet est toujours... Il y a de quoi faire.
Bon, voilà. Il y a de quoi travailler. Quoi travailler? Il Quoi y a de quoi œuvrer, expérimenter. quoi Il y a de quoi opérer. auto-observer. Il y a de quoi stopper. Faut stopper, ouais. Oui. Mais à l'auto-observation de notre image devant la caméra, on peut aussi se rendre compte qu'en fonction de si on est concentré sur ce qu'on est en train d'entendre, évidemment, on va froncer peut-être les sourcils ou avoir un air beaucoup plus fermé. Et puis tout d'un coup, on s'auto-observe en face. On dit, mais qui c'est cette personne qui est si sérieuse alors qu'en même temps, il se passe tout un tas de... il y a tout un tas de pensées différentes qui s'agitent dans notre intellect. Et tout d'un coup, on se dit qu'on peut changer facilement ça et on se met à sourire dans l'écran et on se voit sourire. Euh, et ça, c'est vraiment dans le temps présent en même temps que vous parliez. Donc, que Serge nous, nous racontait la dernière spatio-émotionnelle où la 1 inter 5 intervint. Je me suis à ce moment-là regardée dans, dans l'écran et j'ai auto-observé cette attitude qui me paraissait plus fermée, dans laquelle je ne me reconnaissais pas et que j'ai pu modifier instantanément À ce avec moment-là, l'observation. d'avoir à ce moment-là une émergence d'un jeu de stade 3 de veille, capacité à modifier, justement, à bouger tout ça. Et tu as l'auto-observateur qui s'est réveillé, et ensuite tu as l'expérimentateur ou expérimentatrice, l'expérimentateur qui se réveille, qui se dit maintenant, je stoppe et je modifie, parce que c'est un peu comme un processus informatique, un programme, on peut le détruire, le supprimer. On peut aussi créer un programme, on peut modifier, c'est en plus, c'est en moins. Et ça qui est très intéressant, c'est d'apercevoir de ces moments où on peut vraiment jouer avec tout ce qui nous arrive. Le mécanisme. Alors, quelques mots supplémentaires, ou bien allons-nous clore Stéphane, Amaury, Isabelle vient de parler. Rien à ajouter. Bon, alors, vous avez salué J'arrête. les... Alors, juste, oui, non, pas le dernier mot, parce que le dernier mot, c'est de demander à nos internautes audiovisionneurs, audiovisionneurs, de bien vouloir coller un pouce sous la vidéo. Très bien. Alors, on se retrouve nous. J'arrête Oui, l'enregistrement.